Jean-François Copé, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. Nous allons discuter avec vous à l'occasion de votre venue prochaine en Israël dans le cadre du cycle d'études 2017-2018 du campus francophone de Natania, du collège académique de Natania, où vous allez donner une conférence dans le cadre d'une série intitulée Pouvoir et contre-pouvoir. Vous allez parler essentiellement des développements qui interviennent, on va dire, en Europe, après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, après l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, tout d'abord, on va un peu parler justement de cette situation avant de venir de parler de votre relation avec l'État d'Israël. Tout d'abord, qu'est-ce que vous inspire tous les développements qui sont en train de se produire? On peut le dire, une sorte de vague, on va dire, nationaliste en Europe, et une vague même presque indépendantiste avec ce qui se passe en Espagne et à Barcelone. Comment vous réagissez à ces changements qui sont en train d'intervenir? Je pense que c'est un vrai bouleversement, en fait. Nous sommes entrés dans une nouvelle époque qui ne veut pas encore dire son nom parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais c'est un changement majeur. Si vous regardez la victoire du Brexit, la victoire de Trump aux États-Unis, même à certains égards la victoire d'Emmanuel Macron, même si les personnages sont très différents, oui, montre une attente de changement considérable chez de très nombreuses populations dans le monde occidental, et surtout une manière pour ces populations de dire vous ne voulez pas voir que les choses changent et qu'on a besoin d'une autre manière d'être gouverné. Alors après, et c'est ça qui sera l'un des thèmes de cet échange que j'aurai, et je m'en réjouis par avance à l'Université de Natania, c'est de dire le problème, c'est que il s'agit parfois pour ceux qui sont les promoteurs d'un changement, d'un monde nouveau, d'arriver avec parfois des messages populistes, c'est-à-dire des messages que les gens ont envie d'entendre, et en étant très 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 légers sur les solutions à apporter. C'est cette idée, votez pour moi, je vais tout casser, tout changer, tout virer. Et puis après, on est confronté à la réalité des choses. C'est ce que j'ai appelé le lendemain de fête. Et là, alors, les choses sont différentes. Alors, est-ce que parmi les causes qui ont provoqué ces changements, est-ce que vous pensez que le terrorisme, la résurgence de ce terrorisme, ou en tout cas le développement des attentats terroristes en Europe, un peu partout, eh bien, a un impact majeur dans ces changements, dans une sorte de repli nationaliste en Europe? D'abord, je pense que nier ce phénomène serait une erreur majeure. Il y a aujourd'hui, chez chaque citoyen d'Europe, où qu'il habite, chaque jour, l'idée qu'il peut y avoir un attentat près de chez lui. Oui. Et je ne dis pas cela par hasard en m'adressant à un journaliste israélien, dans un média israélien, et à des auditeurs qui habitent en Israël, oui, et qui vivent ce cauchemar depuis des décennies. Mais il faut bien le dire, l'Europe, qui depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a réussi ce miracle de la paix, se trouve aujourd'hui confrontée à une situation qu'elle n'imaginait pas de voir un jour. Je mets bien sûr de côté l'atrocité du conflit post-yougoslave, mais si on met cette tragédie un peu de côté, pour des raisons que l'on imagine aisément, pour le reste, c'est un continent qui vit en paix depuis la fin des années 40. Donc c'est vrai que, je parle sur sa partie occidentale, c'est vrai que dans ce contexte, c'est un élément majeur. Il y a un deuxième élément qui joue, qui est très important, c'est l'échec des partis de gouvernement traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite. Dans un certain nombre de pays d'Europe, pas tous, bien sûr, vous voyez la réélection d'Angela Merkel, mais sinon, dans de très nombreux pays d'Europe, il y a une montée de ce qu'on appelle les partis populistes comme un élément de rejet vis-à-vis de partis de gouvernement, qu'ils soient travaillistes ou conservateurs, qui ont échoué dans la lutte contre le chômage, dans la montée des communautarismes, pour enrayer la montée des communautarismes, face à l'islamisme radical, face à des situations qui ont conduit à beaucoup de désespérance et beaucoup de rejet. Et donc, il ne faut pas complètement s'étonner quand on voit du coup émerger ce type de mouvement, parce qu'il correspond à la colère des gens.
Et d'une certaine manière, puisqu'on parle en Israël, l'État d'Israël la population israélienne accuse une sorte de glissement très, très progressif et très, très net au cours des 20 dernières années vers la droite israélienne, vers une forme d'expression du nationalisme qui est peut-être aussi une réponse à la résurgence du terrorisme, aux attentats, à l'intifada, aux différentes intifadas. Vous ne voyez pas un parallèle, même si ce n'est pas exactement, ou pas du tout même, on va dire, le même contexte? C'est-à-dire, il faut faire toujours très très attention aux comparaisons parce que Oui. les contextes sont quand même très, très différents, que ce soit les contextes historiques, les contextes géographiques, le contexte sociologique. Mais je veux dire la menace d'un terrorisme islamiste qui, d'une certaine manière, pousse de plus en plus de citoyens vers un repli nationaliste ou patriotique, appelons-le comme on veut. Et c'est un peu le même phénomène, ça, ici en Israël. Simplement, vous m'avez interrompu dans mon élan. Ce que je voulais vous dire, c'est que s'il est vrai qu'il faut toujours être un petit peu vigilant quand on fait des associations d'idées parce que chaque contexte est différent, le point nouveau, c'est que une grande partie des pays européens aujourd'hui découvrent ou redécouvrent le terrorisme généralisé sur un continent. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans l'esprit de chaque citoyen d'Europe, parce que ça peut arriver n'importe où, à tout moment. C'est une menace qui maintenant est clairement identifiée, qu'on ne craint plus d'appeler par son nom, hein. C'est l'islamisme radical, c'est l'intégrisme au sens le plus violent du terme, et face à cela, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a aujourd'hui une mobilisation. Alors c'est vrai que certains disent on va voter pour les extrémistes, d'autres comprennent que la meilleure formule, c'est surtout de s'en rapporter à des gouvernants qui sont lucides, qui ne font pas de déni de réalité, qui ne font pas de langue de bois. Vous savez que moi, je plaide beaucoup pour qu'on dise les choses depuis longtemps. Et qu'on doit pour ça faire ce que j'ai appelé un virage sécuritaire. C'est-à-dire vraiment assumer des moyens supplémentaires en matière de renseignement, des effectifs supplémentaires dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, dans les équipes pénitentiaires, en matière de justice. Il faut spécialiser les magistrats dans la lutte antiterroriste. Bref, faire en sorte que sur ces sujets, on ait maintenant une réponse policière et pénale très forte. Et c'est ça qui est en fait le grand changement aujourd'hui. Et c'est ce qui explique par exemple que en France, il n'y a plus un seul dirigeant qui imagine une politique sans une action sécuritaire forte. Mmh. Alors, vous serez donc en Israël le 12 novembre pour donner cette conférence. Israël, c'est un pays que vous connaissez bien. Je lisais dans une partie de votre biographie que votre grand-père, si je ne m'abuse, Marcel Copé, est même décédé en Israël. Je ne me trompe pas? Non, non, ça c'est une erreur. Je ne sais pas dans quelle biographie vous avez lu ça. Non, je crois que c'était son frère. Son frère, d'accord. En tout cas, en tout cas, peu importe. Oui, peu importe, c'est pas important. C'est que nous sommes alors, bien sûr, dans ma famille, bien sûr, très, 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 très attachés à la sécurité d'Israël, très attachés affectivement à Israël, et que moi, surtout, à titre personnel, d'abord, je ne compte plus mes voyages en Israël, mais surtout, c'est un pays dont je regarde avec énormément d'intérêt l'action politique, le développement économique, scientifique, culturel. Alors comment vous expliquez de votre point de vue ce développement de l'État d'Israël et puis on va dire aujourd'hui cette forme de développement, cette forme d'expertise que l'État d'Israël a acquis au sein des nations aujourd'hui dans deux domaines, la lutte contre le terrorisme et la haute technologie, l'innovation, c'est un terme qui revient presque de manière récurrente dans le gouvernement de Macron, mais l'innovation c'est quelque chose que les Israéliens connaissent bien. Comment Écoutez, si je devais donner un mot d'explication, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'instinct vital. L'instinct vital, oui. Je pense que quand on est Israël, quand on est dans la situation géopolitique dans laquelle on se trouve, avec l'histoire qui est celle d'Israël, eh bien, l'instinct vital l'emporte sur tout le reste. Et donc, on veut se protéger et on veut être innovant parce qu'on regarde l'avenir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir dans ce pays si petit en taille, une vitalité, une volonté
de développement permanent, de créativité, une jeunesse formidable. Et je trouve que c'est une leçon pour bien des pays qui connaissent des niveaux de vie plus élevés, par exemple, et qui pour autant traînent un peu la patte quand il s'agit d'innover, construire, de prendre des risques. Et c'est ça qui, je trouve, est très très intéressant dans l'observation de la société israélienne telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, certains analystes en Israël notent que si l'État d'Israël est aujourd'hui de plus en plus courtisé par certaines grandes nations, justement pour son expertise dans ces domaines que j'ai cités, comme par exemple la Chine, le Japon, l'Inde, l'Afrique aujourd'hui qui revient à un trait qui vraiment veut consolider ses liens avec l'État d'Israël, on a l'impression qu'il y a toujours une certaine réticence de la part de l'Europe, peut-être même aussi en particulier de la part de la France, à coopérer en matière dans ces domaines avec l'État d'Israël à cause du conflit israélo-palestinien. Alors que ces nations mettent de côté le conflit israélo-palestinien pour essayer justement tirer profit du savoir israélien, eh bien l'Europe reste toujours un peu frileuse à ce niveau. Vous pensez que c'est une analyse exacte ? Moi, je vais vous dire, je trouve que les choses évoluent un peu. Votre analyse est sur le fond juste. Moi, je la regrette parce que je trouve que nous devons faire œuvre de beaucoup plus de pragmatisme. Mais je trouve que les choses évoluent quand même. D'abord, il y a le phénomène du terrorisme dont on parlait tout à l'heure, qui est une épreuve terriblement douloureuse. Eh bien, c'est aujourd'hui une épreuve partagée, on l'évoquait à l'instant. Et du coup, je dirais, il y a une volonté naturelle de coopérer face à un ennemi commun. La deuxième chose, c'est que je vois de plus en plus dans le monde économique, je suis avocat, je vois beaucoup d'entrepreneurs français, anglo-saxons qui regardent le modèle israélien avec beaucoup d'intérêt, qui ont envie d'investir, de partager des savoirs, des compétences, des expériences. Donc, je trouve que les choses quand même évoluent dans le bon sens. Voilà, même s'il y a encore des réticences, des a priori stupides et des choses qui ne devraient pas avoir lieu, mais voilà, je trouve que ça évolue quand même plutôt pas mal. Alors, une dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Lorsque vous venez en Israël, qu'est-ce qui peut vous émouvoir ? Qu'est-ce qui vous émeut en particulier ? On sait beaucoup de choses. Moi, j'ai une relation très affective avec Israël, mais d'abord, je suis toujours très frappé par la jeunesse. Le dynamisme de la jeunesse en Israël, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a un enthousiasme, une envie de vie, de bâtir, de construire qui est extrêmement touchante. Et puis, ce sont des lieux. Moi, je ne compte plus mes voyages en Israël, donc j'ai toujours un peu de mal à être exhaustif, mais que ce soit les énièmes visites que je peux faire à Jérusalem, que ce soit ce moment qui m'a beaucoup marqué, je veux dire, de l'inauguration d'Yad Vashem. C'était en 2003, j'étais jeune porte-parole du gouvernement à l'époque, et j'avais accompagné Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, pour l'inauguration d'Yad Vashem. Du nouveau musée. C'était en 2004. Oui. Et pas 2003, 2004. Et il y avait tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, les descendants d'une certaine manière de ceux qui s'étaient combattus pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans ce lieu unique et bouleversant. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup ému. Enfin, si je devais ne citer que un exemple, ce serait celui-là, parce qu'il se trouve qu'en plus j'avais voyagé à côté de Simone Veil, qui est décédée il y a quelques mois, et nous avions parlé pendant près de 3 heures ensemble, et de manière très très proche, et ça m'avait beaucoup bouleversé parce qu'elle m'avait raconté l'horreur de ce que fut sur ces jeunes années. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que moi je suis très très fier et très heureux que les autorités françaises unanimes aient décidé que les cendres de Simone et d'Antoine soient transférées au Panthéon. C'est un événement très très important et qui, je trouve, honore remarquablement cette personnalité unique, et je trouve très très bien que la France ait pris cette décision. Eh bien, Jean-François Copé, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com. Je rappelle que vous serez en Israël le 12 novembre prochain pour la séance inaugurale de la série de conférences sur le pouvoir et contre-pouvoir dans le cadre du cycle d'études de 2017-2018 du campus francophone de Natania, du campus académique francophone de Natania, pour une conférence sur les lendemains de fête après le Brexit, Trump et Macron. Qu'est-ce qu'il y aura de plus ensuite? Voilà, vous allez vous en parlerez donc le 12 novembre. On invite tous nos auditeurs à rejoindre Natania pour assister à votre conférence. Merci d'avoir été avec nous.
je ne ferai pas de langue de bois. Oui, ça, on le sait, mais on est habitué avec vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon séjour en Israël. Merci, au revoir.